Ok, très bien. On peut donc recommencer. J'ai le grand plaisir de vous présenter Ur Shlonsky de l'Université de Genève. Ur a étudié aux États-Unis. Il a obtenu son doctorat à MIT. Ensuite, il a eu des positions postdoctorales et il a été embauché à l'Université de Genève où il a fait toute sa carrière académique, fondamentalement. Ur est un grand spécialiste de théorie de la syntaxe, de syntaxe comparative. Ses travaux ont été extrêmement influents, en particulier sur l'étude des langues sémitiques et des langues romanes. Il a beaucoup travaillé à la cartographie des langues sémitiques et des langues romanes. Et aujourd'hui, il va parler d'ellipses aussi en relation avec les questions de cartographie. Donc, bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Vous m'entendez, je pense. Bonjour tout le monde. Merci de cette invitation. Alors, je vais parler des ellipses syntaxiques. Je vais les présenter le problème ou les problèmes qui intéressent aujourd'hui la communauté syntaxe, les communautés linguistiques en ce qui concerne ce phénomène. Et dans une sorte de deuxième partie, je vais essayer d'aborder un problème spécifique, ce qui nécessitera qu'on plonge un petit peu dans la théorie syntaxique. Une partie, ce serait lié, non, plus qu'en partie, lié au cours que vous avez écouté dans l'heure précédente, et notamment sur la cartographie de la partie haute de la phrase et la structure que cette partie haute a un lien avec certaines ellipses. Alors, les ellipses syntaxiques, l'ellipse est un phénomène connu dans la pensée occidentale depuis très longtemps. Donc là, on a une citation de 6e siècle après Jésus-Christ, où déjà dans le travail, je dirais pas linguistique, mais le rhétorique, etc., il a été déjà remarqué par Isidore de Séville, qui l'a défini comme vous le voyez devant vous. Des exemples du français moderne apparaissent dans l'exemple 1, et vous allez voir, je vais lire les exemples. La partie en rouge qui est barrée correspond justement à la partie non prononcée, ou à la partie élidée. Donc Henri s'est servi en premier alors qu'il n'aurait pas dû. Alors là, on entend la suite, se servir en premier, mais on entend, mais on n'entend pas. C'est-à-dire, on interprète la phrase comme ça, mais cette partie n'est pas prononcée. Même si tu avais voulu, même si tu aurais voulu, tu n'aurais pas pu le voir. Tu aurais voulu quoi? Tu aurais voulu le voir, c'est clair. Rosa viendra, et Léa aussi. Charlotte buvait un kir et Martin un jus d'ananas. Là, l'élision, l'ellipse affecte le verbe buvait. Max a épousé une voisine, mais je ne saurais pas te dire laquelle. Ou quelle voisine. Quelle voisine Max a épousé, évidemment. C'est la partie qui apparaît donc ici. Simon a une faiblesse pour les voitures jaunes. Moi, j'ai une préférence pour le rouge. Les voitures rouges, c'est évident. L'ellipse est extrêmement et omniprésente dans la parole de tout le jour. Elle est aussi omniprésente dans la littérature. Elle a été étudiée dans la littérature rhétorique, avec des noms un peu différents, classés, et dissectés, étudiés de manière très approfondie. Et il arrive que l'ellipse crée des ambiguïtés.
Et un exemple saillant, un exemple particulièrement intéressant de ça est donné dans un texte que tout le monde connaît, le Molloy de Beckett, où le caractère principal, qui est donc Molloy, le locuteur, dit il avait, parlant d'une personne, Luce, la personne de qui il parle, il avait un perroquet très joli, toutes les couleurs les plus appréciées. Je le comprenais mieux que sa maîtresse. Et là, on pourrait s'arrêter. Mais l'aspect comique, un des aspects comiques de ce paragraphe est que Molloy réalise en prononçant « je le comprenais mieux que sa maîtresse » que cette phrase pourrait être ambiguë. Et il ressent ce qui est évident. Et il ressent une nécessité d'expliciter le sens qu'il voulait donner à cette phrase. Et il continue, je ne veux pas dire que je le comprenais mieux qu'elle ne le comprenait, je veux dire qu'elle le comprenait mieux que je la comprenais elle. Alors, ce point de vue littéraire, il est très, très intéressant parce que nous sommes confrontés à ce type d'ambiguïté tout le temps, mais nous n'arrêtons pas à faire le suite de Molloy parce que régulièrement, les ambiguïtés se résoudent dans le contexte, discursivement, même s'il y a une ambiguïté grammaticale, elle est résolue dans le contexte. Une des caractéristiques comiques de Molloy, de Beckett, une des caractéristiques, traits de caractère, disons, de ce personnage qui le rendent comique, est justement le fait qu'il n'a aucune sensibilité au discours. Il n'a aucune sensibilité à la pragmatique. Donc il doit expliciter tout de suite ce qu'il voulait dire, pas peine de ne pas être bien compris. Et ceci donne l'aspect comique, c'est aussi intéressant parce que je ne veux pas dire, etc., et complexifie tout. En fait, il faut passer 2 minutes pour comprendre ce qu'il veut dire. L'ambiguïté est réelle, on peut le voir dans 2A et 2B. Je le comprenais mieux que sa maîtresse. Et c'est le verbe comprendre et le pronom le qui sont l'idée. Donc sa maîtresse ici est compris comme le sujet de la phrase subordonnée. Je le comprenais mieux que sa maîtresse le comprenait. Mais le même ordre de mots donne je le comprenais mieux que sa maîtresse, où sa maîtresse correspond à un complément objet direct du verbe comprendre. Et la partie est l'idée, et le sujet est le verbe. Alors, les syntaxiciens s'intéressent à la possibilité de faire ce type d'élision. Pourquoi on peut l'idée et verbe complément, comme dans A, ou sujet-verbe en laissant l'objet prononcé, ce qui donne lieu à ce type d'ambiguïté. Alors, l'ambiguïté dans 2, et plus généralement les cas exemplifiés dans l'exemple 1, possèdent une caractéristique saillante, évidente, même triviale, c'est que l'ellipse possède un antécédent. L'ellipse ne peut pas être comprise sans qu'il y ait un antécédent qui permet la récupération du sens de la partie et l'idée. On ne peut pas comprendre le silence sans qu'il y ait un antécédent ou quelque chose qui nous dirige vers l'interprétation possible, même s'il y a une ambiguïté. Et nombreux travaux étudient la relation entre l'antécédent et l'ellipse, ce qui ressort est que c'est assez complexe. Par exemple, quel est le degré de similarité que l'ellipse doit avoir à l'antécédent? Est-ce que ça doit être identique ou non? Alors, prenons l'exemple en 3. Un échange. Je vais aller en vacances à Long-Cochon. C'est une commune au Jura, au cas où. C'est le nom d'une commune au Jura. Je ne vais pas inventer ça. Et B qui répond « moi pas ». Alors, interprétons l'ellipse après « pas ».
Ce qu'elle veut dire, c'est que je ne veux pas aller en vacances à Longcochon. Elle ne peut pas être interprétée par « je ne veux pas aller à Longcochon », bien que ça serait possible de dire ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a une correspondance entre la partie et l'idée et l'antécédent qui doit être maintenue. On ne peut pas ne pas mentionner, par exemple, les vacances. Et de même, on ne peut pas ne pas mentionner Longcochon. Donc, je ne veux pas aller en vacances ne peut pas être ni interprété et ni impliqué, si vous voulez. Ce n'est pas une inférence possible de la partie et l'idée. Donc là, on a l'impression qu'il faut une identité complète. Chaque mot doit avoir un correspondant dans la partie et l'idée. Mais l'identité, c'est trop fort. Parce que l'exemple qu'on a déjà vu ici, là-haut, que je répète ici dans 4, Henri s'est servi en premier alors qu'il n'aurait pas dû se servir. Henri s'est servi. On a un verbe conjugué au passé composé, mais la partie à l'idée ne contient pas de verbe au passé composé, mais en infinitif. Henri s'est servi en premier alors qu'il n'aurait pas dû, et là, il veut remplir ça, se servir. Donc l'identité ici ne peut pas être lexicale ou morphologiquement identique, ce n'est pas le même mot. C'est un verbe qui est le même verbe, mais conjugué différemment. Donc là, il y a une question intéressante qui se pose, et comment on fait ça? Pourquoi il ne monte pas là? Attendez. Voilà. Alors, on a vu qu'il y a donc un écart entre, d'une part, un verbe fini et un infinitif. Et la question qu'on peut se poser, qu'on devrait se poser, quel est le degré d'écart qu'on peut admettre entre l'antécédent et l'ellipse? Alors, voyons un autre exemple. Emily, ça, je le fais en anglais parce que je l'ai tiré là. Emily played beautifully at the recital, and her sister will too. Qu'est-ce qu'elle fera, sa sœur? She will play beautifully at the recital. Ici, on a un écart de temps. Played au passé, play, c'est un verbe non conjugué qui correspond à la partie, pas l'infinitif, mais disons aux parties du verbe qui suit will, qui est le verbe non conjugué en anglais. C'est très bien. Et maintenant, considérez 5b. Emily was beautiful at the recital, and her sister will too. Alors, 5b, on fait la même chose qu'en 5a. La partie est l'idée, et le complément de will, consistant en verbe non conjugué, suivi par l'adjectif. Par contre, 5b n'est pas grammatical, on ne peut pas le dire. Emily was beautiful at the recital, her sister will too, n'est pas bon. Il y a apparemment une différence entre les compléments d'un verbe comme jouer, un verbe lexical comme jouer, et un verbe copulatif ou un verbe comme être, comme be. Je crois que les mêmes données surgissent en français d'ailleurs. Il est très difficile, voire impossible, de délider le complément de be, pour des raisons discutées entre autres par Warner. Mais ça reste, ce que je liste ici sont plutôt de puzzles, des problèmes. Il n'y a pas de solution sur laquelle tout le monde s'accorde. C'est une observation que le degré d'écart entre l'antécédent et la partie et l'idée est quand même limité. Et il est limité par le choix de verbe, il est limité par le temps, il est limité par d'autres choses. Alors, une autre possibilité est que, qui n'est pas exclut pas la précédente, est que l'ellipse
soit sémantiquement équivalente à son antécédent, c'est-à-dire que l'antécédent et la partie elliptique partagent les mêmes conditions de vérité. Quand l'un est vrai, l'autre est vrai aussi, et quand l'un est faux, l'autre est faux aussi, et également les mêmes inférences. Ça, c'est une condition plus légère, c'est une condition qui n'implique pas l'identité formelle syntaxique. Elle dit simplement qu'on a besoin d'une ellipse. L'antécédent ne peut pas s'écarter, l'ellipse ne peut pas s'écarter de son antécédent, elle ne peut pas introduire des inférences qui ne sont pas présentes dans l'antécédent. Ça, c'est probablement vrai jusqu'à un certain point, mais la question d'identité syntaxique reste quand même présente. Si vous comparez maintenant les exemples en 6a et 6b, un invité a amené du vin et un autre le dessert. Alors, un amené, c'est la partie et l'idée. La phrase qui commence par « et », la deuxième partie de cette coordination, est une phrase dans la voix active. Si on la transforme à la voix passive, comme en 6b, un invité a amené du vin et le dessert par un autre, complètement agrammatical. Pourtant, les conditions de vérité d'une phrase active sont égales à une phrase passive. Il y a des marges un petit peu problématiques, mais en gros, c'est comme ça. Et c'est également le cas que les inférences qu'on peut tirer d'une phrase active sont identiques aux inférences qu'on peut tirer d'une phrase passive. Or, on ne peut pas élider le verbe ou le complexe verbal qui consiste ici, disons, à cet auxiliaire, à avoir du passé, du passif, enfin passé, passif, participe et tout ça, tout en gardant, on peut pas le faire dans une phrase où l'antécédent est un actif. Si vous voulez, une correspondance de voix, passive, passive, active, active, semble être une condition nécessaire au-delà de la condition de vérité et une certaine parenté ou similarité morphosyntaxique. Voilà, donc là, il y a une série de questions extrêmement intéressantes que plusieurs collègues étudient depuis très longtemps, je dirais depuis en tout cas 50 ans, depuis le début de la discipline à peu près de manière différente, ces questions ont été abordées. Ils sont complexes, elles sont complexes. Une autre série de questions concerne plutôt les conditions formelles qui régissent l'ellipse. Est-ce qu'il y a une partie qu'on peut élider et des parties qu'on ne peut pas élider? Donc, si vous prenez 7, on voit tout de suite que la réponse doit être positive. Marion a lu le Père Goriot et Paul aussi. L'élision, ici, est a lu le Père Goriot ou lu le Père Goriot. Mais Marion a lu le Père 7b, Marion a lu le Père Goriot et Paul a aussi. Ne marche pas, ni en français, ni en italien, enfin les langues romanes n'aiment pas laisser l'auxiliaire seul et l'idée juste le participe. C'est d'ailleurs tout à fait possible en anglais, mais pas en français. Donc il y a une condition ici formelle, parce que la récupération du contenu par l'antécédent n'est pas différente en B et en A. Donc le conditionnement de A, l'impossibilité de B, également de C, Marion a lu le Père Goriot et Paul a lu aussi, semble résider ou sont attribués à des conditions de la syntaxe ou de la morphosyntaxe, pas à la sémantique et pas non plus à la récupération d'informations par la partie à l'idée. Le 7C est un exemple intéressant parce qu'on peut avoir une ellipse en 7C
à condition qu'elle ne corresponde pas à un trou non prononcé, mais à un pronom clitique, le pronom le. Ça, c'est vrai en français, c'est vrai également en italien, à ma connaissance. Donc, Marion a lu le Père Goriot et Paul l'a lu aussi. Parfait. Mais si on n'a pas le clitique, on ne peut pas le lider. Donc, il y a la présence ou l'absence de ce clitique prédicatif, comme on l'appelle, est une condition grammaticale. Alors, la question pourquoi le français, l'italien, peut-être d'autres langues, nécessitent un pronom ici, tandis que d'autres langues qui ont des pronoms, peut-être pas des critiques, mais ont des pronoms, ne nécessitent pas, reste une question importante. Alors, ce qui est aussi, je dis également, mais en fait, pas également, il est admis dans une grande partie de la littérature sur l'ellipse et que le constituant et l'idée occupent la même position structurale dans la phrase que lorsqu'il est prononcé. C'est-à-dire, si on a une forme de base comme un 8, Max a épousé une voisine. Quand je dis forme de base, ce qui est issu de processus récursifs de merge et qui construisent la phrase selon les différents principes. Le merge, la cohérence cartographique dont on a parlé tout à l'heure, etc. Donc, à un moment donné, le système computationnel aboutit à une forme qui correspond à A. Max a épousé une voisine, mais je ne saurais pas te dire Max a épousé quelle voisine. Ça, ce n'est pas une phrase grammaticale du français. Mais il y a simplement une équivalence entre... Mais elle peut être construite. Elle peut être construite et elle correspond donc à la base pour l'ellipse qui va se manifester dans une phase ultérieure de la dérivation. Donc on commence avec A. Ensuite, on déplace par un processus tout à fait banal le quelle voisine devient antéposé, et on a Max a épousé une voisine, mais je ne saurais pas te dire quelle voisine Max a épousé. Avec le T ici, qui marque la trace, la position à partir de laquelle quelle voisine a été déplacée. Donc, si vous voulez, il y a un mouvement ici qui l'amène là. Et le petit indice ici indique que la trace corresponde justement à ce constituant, parce que s'il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs traces, et il faut les distinguer, et donc on donne des indices différents simplement pour le distinguer, T1, T2, T3, selon l'élément déplacé. Là, il n'y en a qu'un, mais c'est une façon de le faire. Et ensuite, selon la plupart des théories que je connais, la partie qui est maintenant que j'ai mis entre crochets ici, Max a épousé trace, est élidée par un processus grammatical qui s'appelle l'ellipse, qui l'élide, et on aboutit à Max a épousé une voisine, mais je ne saurais pas te dire quelle voisine, ou qui, etc. Ce qui correspond à une phrase grammaticale bien formée, et à la suite donc de deux processus. Le mouvement WH pour créer, pour sortir, si vous voulez, pour extraire quelle voisine, et ensuite on élide ce qui reste. La partie qui est barrée ici correspond au constituant, en l'occurrence une phrase complète, qu'on a droit à élider sous évidemment les conditions que j'ai discutées tout à l'heure. Je n'ai pas discuté les conditions. Il faut répondre à toutes les conditions que j'ai mentionnées tout à l'heure, la récupérabilité des contenus,
et les degrés de variation, tout ça reste valable, mais le processus computationnel dérive B de A et C de B. Et je suis intéressé particulièrement par le passage de B à C, parce que j'aimerais tenter d'exposer une autre idée, en tout cas d'explorer une autre idée, à savoir que le constituant élidé n'est pas élidé in situ, que lui est d'abord déplacé et ensuite élidé. Que, en fait, C ne correspond pas à B moins prononciation. Qu'entre B et C, dans 8, il y a un autre processus syntaxique qui a lieu, qui prend la partie qui est entre crochets et la déplace, je n'ai pas dit où pour le moment, que l'antépose, si vous voulez, comme condition préalable à l'ellipse. Donc évidemment, ça complexifie l'analyse et nécessite d'être... L'hypothèse nulle serait que l'ellipse que C est égal à B en gardant salve prononciation. Donc la prononciation est la seule différence entre 8B et 8C. Et j'aimerais tenter une autre idée, je vais explorer une autre idée, vous verrez pourquoi dans quelques minutes, qu'en fait, entre B et C, il y a un autre pas. Qu'en fait, l'ellipse nécessite un pas supplémentaire pour qu'elle soit formellement, grammaticalement légitimée. Tout ça, c'est indépendant de la question de récupération, la question d'interprétation. Ça, dans la mesure où cette idée peut être soutenue, elle nous amène en fait à un intérêt théorique, qui est que l'ellipse, qui doit être grammaticalement légitimable de quelque sorte, n'existe plus comme processus indépendant dans la grammaire universelle, mais en fait, elle se réduit à la suppression phonologique d'une copie de mouvement. Si on revient à 8b, Max a épousé une voisine, mais je ne saurais pas te dire quelle voisine Max a épousé, trace. Alors j'ai appelé ça la trace, mais en fait, cette position contient une copie de quelle voisine. 8A et 8B, la différence, c'est qu'on prend quelle voisine d'un 8A et on les copie en haut, et après, on ne prononce pas la copie plus basse. On l'appelle trace, mais en fait, c'est une copie complète de la partie déplacée. L'analyse standard du mouvement, elle est celle-là, que le mouvement est un processus où on copie un élément vers une autre position, et après on a deux copies. Et dans la plupart des cas, c'est la copie la plus basse qui n'est pas prononcée, ce qui nous permet d'aboutir à 8b. Si l'ellipse implique un mouvement de la partie élidée, on aura aussi un cas de mouvement avec deux copies. Et à ce moment-là, on pourra dire que la non-prononciation de l'ellipse est simplement la suppression, la non-prononciation de la copie. Mais à la différence de 8b, ce n'est pas que la copie basse qui serait non prononcée, c'est les deux copies, et la copie basse et la copie haute. Alors, c'est peut-être bizarre, mais en fait, ce n'est pas bizarre, parce que 8b, si l'on supprimait les deux copies, aboutissant à Max a épousé une voisine, mais je ne saurais pas te dire. Oh, je ne saurais pas te dire Max a épousé, excusez-moi. Max a épousé une voisine, mais je ne saurais pas te dire quelle voisine, pas prononcée. Max a épousé, quelle voisine, pas prononcée. Cette phrase sera non interprétable parce que
quelle voisine n'aurait pas de... Il n'y aura aucune manière de récupérer le contenu de cette expression WH. Par contre, donc c'est pour ça qu'une des deux copies doit être prononcée. Dans le cas d'ellipse, le problème est moindre parce que la partie élidable, c'est-à-dire celle-ci, déplacée, il y aura deux copies, mais quelle que soit la copie qui est non prononcée, l'antécédent qui est indépendamment nécessaire pour récupérer le contenu sera là. Donc, le contenu de l'ellipse ne nécessite pas que les deux copies de la chaîne de l'ellipse soient prononcées. Elle permet que les deux soient supprimés. Et elle pose les poids d'interprétation, de récupération sur la présence obligatoire de l'antécédent. Alors, ça c'est en trois mots la conception que j'aimerais explorer. L'intérêt théorique, évidemment, est que si elle s'avère valide ou validable, elle élimine ou elle réduit l'ellipse comme processus syntaxique, comme computationnel, à quelque chose qui est indépendamment présente, à savoir la non-prononciation de copie d'une chaîne de mouvements, en étendant ça à une autre. Ça, c'est l'idée. Mais bien sûr, il faut voir si cette idée a de raisons, est-ce qu'il y a des raisons à croire qu'elle est valide. Alors, je vais procéder de la manière suivante. D'abord, je vais montrer que l'idée, en fait, je reviens ici une seconde, l'idée que l'ellipse implique le mouvement n'est en soi pas nouvelle. Elle a été explorée par Jean-Marc Gaultier pour une certaine ellipse du français, elle a été ellipse modale, elle a été explorée, étudiée par Guglielmo Cinque, le travail de qui je parlerai dans 2 secondes, dans une série de travaux, Johnson, Kane, il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur des différents aspects de l'ellipse. Je pense qu'aucun de ces chercheurs n'a formulé le problème d'une manière générale comme je viens de le formuler maintenant. Ils ont étudié des ellipses particulières. Alors on va assez rapidement regarder ce que Cinque fait, parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je vais aller assez vite, mais il n'y a pas le choix. Donc Cinque, il y a deux étapes à son raisonnement. La première étape est dans un travail qui remonte à 2005, où il avait observé que les restrictions dans des centaines de langues sur l'ordre linéaire de composantes d'un groupe nominal étendu, à savoir démonstrative, là j'écris déterminant, c'est une erreur, démonstrative, numérale, adjective et nom, 4 éléments qui peuvent varier et qui laissaient à possibilité de composition mathématique, on aura 24 ordres possibles. Voilà. 4 éléments peuvent s'organiser en 24 ordres. Mais si on regarde, Cinque a regardé plusieurs langues, il a découvert qu'en fait, parmi les 24 ordres mathématiquement possibles, seulement 14 étaient présentes dans les langues humaines. Donc la question se pose, il y a une restriction ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise les 10 qui ne sont pas possibles? Et dans le tableau que vous voyez en bas de 10, tiré d'un autre travail de Abels et Nelman, la partie en gris correspond à des structures qui ne sont pas possibles. Et ce qui caractérise ces structures pas possibles est que dans chacune de ces structures, l'ordre implique un élément qui ne contient pas le nom. Le nom, le n, la partie n, n'est pas affecté par la permutation. Donc si vous regardez la colonne à gauche, plus simple, où on a le nom, qui est un 4e élément, ça correspond plutôt à l'ordre qu'on trouve dans une langue comme l'anglais, ou si en français, dans certains cas, les 3 petites voitures, par exemple, ces 3 petites voitures C
3 petites voitures. L'ordre. Alors, toutes les autres ordres, je ne parle pas du français ici, il y a certaines complications, B, C, D, E et F qui correspondraient à des possibilités de réordonner les choses, ne sont pas possibles parce que en B, par exemple, ce qui se passe est que l'adjectif et le numéral s'inversent de position. En C, c'est des démonstratifs qui se placent après l'adjectif. En D, c'est l'adjectif qui précède le numéral et les deux précèdent les démonstratifs. Par rapport à A, il y a une perturbation de l'ordre de A, et B, C, D, E, F sont des possibilités. Aucune n'est grammaticale, aucune ne se trouve dans une langue humaine. Et la raison est que dans aucune de ces ordres, est-ce que le nom a été impliqué. Le nom reste toujours à la fin. Donc, si vous regardez ce tableau, vous allez voir que c'est un principe qui caractérise la totalité de membres de ce tableau. Et la généralisation tirée par Cinque était que DP internal movements must involve a continuous constituent comprising the head noun. C'est-à-dire que le mouvement interne qui constitue les ordres différents doit impliquer le nom, un constituant qui contient le nom. Dans un travail plus récent, il a observé que l'ellipse dans le DP correspondrait au même principe. Donc, prenons juste l'exemple de 12b. Mary has written 4 papers, whereas John has only written squibs, qui est très bien. Mais la partie et l'idée ne peut pas contenir, ne peut pas vouloir dire que John n'a écrit que 4 squibs. Parce qu'on ne peut pas élider un numéral sans élider le nom qui va avec. Exactement pour la même raison qu'on ne peut pas déplacer un numéral, par exemple, dans le tableau, sans déplacer le nom qui va avec. En 12c, si vous voyez, Mary has played in the 2 longest shows in America, and John has played in the shortest. Ça veut dire shortest shows, mais pas two shortest shows. Parce que two shortest n'est pas un constituant. Donc il y a un parallélisme, si vous voulez, entre les parties élidables et les parties déplaçables dans un groupe nominal. Ce qui lui permet de revenir à une idée, pour la première fois à mon avis, à ma connaissance, et articulée par un linguiste grec dans sa thèse début des années 2000, Telithéos, qui a écrit que l'ellipse nominale implique le mouvement syntaxique de NP-LID, de groupe nominal LID, et que ce mouvement précède la non-prononciation phonologique et qui produit la forme elliptique. C'est-à-dire que l'analyse d'une ellipse de NP, comme Mary has written 4 papers en 14, whereas John has only written 4. Par exemple, Mary has written 4 papers, but whereas John has only written... non, ça doit être un peu différent, là il y a une erreur. Mary has written 3 papers, whereas John has only written 4. 4 papers. C'est une erreur. Le papers est déplacé avant d'être élidé. Exactement comme dans les cas de mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la proposition de Cinque m'a interpellé quand je l'ai lu il y a quelques années, et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut étendre la même idée à un autre cas d'ellipse, qui n'a rien à voir avec l'ellipse de NP, mais qui m'intéressait beaucoup, celle de sluicing. Sluicing, c'est le nom donné à un type d'ellipse que j'ai illustré en 15.
Monsieur Dubois va arriver, mais je ne sais pas quand. Ou l'ellipse, c'est toute la phrase, Monsieur Dubois va arriver. En fait, c'est la même chose qu'on a vue, la même structure qu'on a vue tout à l'heure quand je discutais. C'était où là? Ouais. Que la. Voilà, 8B, 8C. Donc c'est aussi un cas de sluicing. Donc on a. Alors, première question cartographique qui se pose. Quelle est l'étiquette, quelle est la structure de cette partie LID qui suit quand? Alors, déjà, là, il y a, je pense, un argument indépendant, supplémentaire à ce que M. Rizzi avait présenté il y a quelques minutes, pour une structure, vous vous souvenez qu'il avait essayé de montrer que dans certaines langues, les que apparaît dans une position haute de la périphérie gauche, c'est le force, et dans certains cas, c'était le fin, et parfois, ça pouvait expliquer pourquoi il peut apparaître dans certaines langues devant ou après une expression WH selon la langue de question. Alors, je pense qu'il y a un argument indépendant, enfin, c'est Mark Baltin qui l'avait observé pour la première fois. Si une langue, si on a une structure, effectivement, du type avec force, avec fin, disons, non, pardon, on a une structure plus étoffée. Donc on a fin P et on a le WH qui est dans une tête, que dans un spécificateur d'une tête focale, ce qui serait l'analyse standard. L'ellipse en c'est où là, monsieur le docteur Dubois, l'ellipse qu'on voit ici va correspondre à ça. Cette partie-là ne sera pas prononcée. Et donc la prédiction est que la tête focale, la tête de Fock 0, qu'on n'a pas encore vue, on a vu la tête de Finn, on a vu la tête de Force, mais on n'a pas vu la tête de Fock, sera préservée dans le sluicing. Ça, c'est la prédiction. Alors, les données ne sont pas toujours complexes, mais en tout cas, il y a des données qui vont dans ce sens. Dans des langues où la tête focale, la tête de Fock P est réalisée comme il est apparemment dans Goumbé, étudié par Enokabo et illustré en 16, Sulu a appelé quelqu'un et je demande, alors là il y a le premier élément fonctionnel qui est le that ici, qui correspondrait probablement à un force, à une tête plus haute, donc ça sera ça. Après on a le mot WH, menu, qui correspondrait à ça. Et après, on a la tête focale qui correspond à ça. Et elle est obligatoire. On ne peut pas l'élider. Et ceci découle parfaitement d'une cartographie plus fine, selon laquelle le complément de la partie élidée dans le sluicing correspondrait à fin P. Et non, ceci ne sera pas formulable dans une approche non cartographique. En tout cas, la généralité sera très difficile à exprimer, tandis qu'ici, elle découle, et c'est une prédiction. La prédiction inverse découle également, à savoir si une langue possède une tête fine réalisée, cette tête, contrairement aux têtes focales, ne sera jamais prononcée dans le sluicing, parce qu'elle fera partie de la partie LID. Et là, on trouve ça. Ça c'est une donnée pour laquelle il y a beaucoup de soutien,
parce que plusieurs langues ont une tête fine réalisée. M. Rizzi a cité quelques-unes, l'irlandais, le portugais brésilien, plusieurs dialectes italiens, enfin de l'Italie du Nord, non seulement l'Italie du Nord, aussi de l'italien en général, germanique. Un exemple de portugais, de brésilien portugais, on peut un brésilien portugais, poser une question comme qui est parti, soit qui est parti, soit qui est parti, qui que. Les deux sont possibles. Mais dans le sluicing, le que n'est pas possible. Donc, si A dit quelqu'un est parti, B ne peut pas répliquer en disant, en posant la question, qui que. D'ailleurs, je pense s'il y a des gens parmi vous qui acceptent les qui que en français parlé, qui est parti, qui a mangé, qui est arrivé, la même chose sera vraie. Quelqu'un est parti, mais je ne sais pas qui que. Impossible, en québécois. Je n'ai pas de jugement là-dessus, mais je pense que c'est le cas. Je n'ai pas donné des exemples du français parce qu'il y a éventuellement des complications que je voulais éviter. D'autres complications. Donc, la tête fine ne peut pas être ne peut pas être retenue parce qu'elle fait partie de la structure élidable. On arrive à la conclusion que la cartographie ici fournit la carte cartographique peut expliquer aussi la taille ou de l'élément qui pourrait être élidé dans le cas de sluicing. Et voilà. Alors, pour revenir à notre question essentielle, alors, ma question de base était, est-ce qu'il y a des raisons à croire que Dr Dubois va arriver, cette partie-là, qui constitue maintenant une fine P, complément d'une tête focale non prononcée en français, est-ce que pour être élidée, il est vrai qu'elle doit être déplacée avant? C'est ça la question. J'ai fait un petit détour cartographique, je reviens sur cette question maintenant. Alors là, les choses deviennent rapidement très complexes, simplement parce que les prédictions qu'une hypothèse de ce type, c'est très difficile, on ne va jamais le voir, ce pas de mouvement qui aboutit à une ellipse. Si on ne peut pas le voir, on ne peut pas automatiquement, on ne peut pas utiliser les outils empiriques, les tests empiriques que nous utilisons par exemple pour tester la position d'un verbe. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour tester la position d'un verbe, on peut le positionner entre différentes composantes de la phrase, l'auxiliaire, les différents verbes, la négation, et observer que le verbe peut apparaître dans des positions différentes. Et pour une partie élidée, cette méthodologie est a priori impossible, parce qu'on ne peut pas savoir où se trouve la partie élidée. Donc il faut trouver des moyens indirects. Et ceci n'est pas toujours évident. Alors je vais essayer une, éventuellement deux, selon le temps qu'on a, qui résident sur des effets interprétatifs. Donc, il y a une prédiction, je vous le dis, elle n'est pas écrite ici, que si la partie élidée est déplacée avant d'être élidée, est-ce qu'il y a des effets interprétatifs, subtils éventuellement, qui peuvent distinguer une fine P in situ d'une fine P déplacée lorsque les deux ne sont pas prononcés? Alors je pense qu'il y a, mais c'est complexe. Alors, ça concerne en fait un phénomène de portée des quantificateurs. Alors je vais faire ça aussi clairement que je peux. Prenons 19A. Je sais qu'un médecin a vu chaque patient. Alors, vous prenez une seconde, on se rend compte,
mes jugements là-dessus sont nuls. Je n'ai pas de jugement sur le français. C'est basé sur ma langue maternelle qui est l'hébreu, un peu l'anglais, etc. Mais tout ça a été testé avec des francophones. Maintenant, c'est à vous de vérifier ça ou dans d'autres langues. Je sais qu'un médecin a vu chaque patient abrite une ambiguïté, mais subtile. Il peut s'agir d'un seul médecin qui a vu, qui a ausculté chaque patient. Par exemple, le docteur Dupont. Je sais qu'un médecin a vu chaque patient. Monsieur docteur Dupont a vu chaque patient. Mais il y a une autre interprétation, un peu plus difficile, mais dès qu'on l'a, on le sent tout de suite. C'est que chaque enfant a été effectivement vu par un médecin, mais pas forcément le même. Pas forcément docteur Dupont, peut-être Dupont, peut-être par un autre docteur. La seule condition est que pour chaque enfant, pour chaque patient, excusez-moi, il y avait au moins un médecin qui l'a vu. Peut-être le même, peut-être pas le même. Il n'y a pas d'engagement là-dessus. Cette ambiguïté s'appelle l'ambiguïté de portée, parce que du point de vue logique, elle consiste à déterminer lequel des deux quantifieurs, le quantifieur existentiel 1 ou le quantifieur universel chaque, ait une portée large par rapport à l'autre, et c'est ça ce que ce symbole ici désigne. Ce symbole, ça c'est l'existentiel, ça c'est l'universel. Dans la première interprétation, un médecin a vu tout le monde, et la deuxième, pour chaque patient, il y avait un médecin qui l'a vu. On appelle ça l'interprétation distributive. Elle marche très bien avec chaque. Il faut trouver un exemple avec chaque, parce que si on remplace chaque par d'autres quantifieurs universels comme tout, etc., ça devient difficile à voir. Il faut chaque, parce que chaque est distributif. On a quasiment la même chose dans 19b. C'est un peu différent. Je sais qui ou je sais quel médecin a vu chaque patient. Alors là, on peut répondre et dire oui, c'était Dr Dupont. Qui est le médecin? Le médecin, c'est Dupont. Donc l'interprétation qui est ici, qui correspond à l'interprétation où l'existentiel a une portée large. Mais on peut aussi recréer l'interprétation distributive ici. Je sais quel médecin a vu chaque enfant. Pour chaque enfant, chaque patient, patient A, patient B, patient C, patient D, etc., je sais quel médecin ou qui l'avait vu. Donc, donnez-moi un patient, je regarde son dossier et je peux vous dire qui est le médecin qui l'a vu. Peut-être c'est le même parce qu'il était celui qui était présent ce jour-là, mais peut-être pas. Ça, c'est l'interprétation inverse. L'interprétation où le quantifieur universel a une portée large par rapport au mot WH. Voilà, avec ça, on vient au sluicing. Parce qu'on peut maintenant recréer un paradigme. Je sais qu'un médecin a vu chaque patient, mais je ne saurais pas te dire qui. Ou je ne saurais pas te dire quel médecin a vu chaque... Je ne saurais pas te dire qui a vu chaque patient. 20A est, du point de vue de portée, la même chose que 19A, que 19B. Donc, on peut avoir une interprétation distributive ou une interprétation non distributive. Or, et c'est là il faut faire un petit saut, il me semble, il me paraît que lorsqu'on ne prononce pas la deuxième, on a le sluicing, l'ellipse dans cette phrase, on perd une interprétation. Et je vais lire cet exemple. Je sais qu'un médecin a vu chaque patient, et j'aimerais savoir qui, ou j'aimerais savoir quel médecin. Là, l'interprétation saillante, peut-être la seule, c'est qu'il y avait un seul médecin, une unique.
Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre parce que si A et B étaient structurellement identiques, moins la prononciation de cette partie-là, on ne s'attendrait pas à qu'ils les deux, à cette perte d'interprétation. La seule différence entre A et B serait la prononciation ou la non-prononciation de la partie à droite de mot WH. Mais la prononciation ou la non-prononciation ne peuvent pas aboutir à une différence d'interprétation. Il s'agit de la prononciation qui n'a... La représentation grammaticale sera la même. Il y aura la différence entre A et B serait est-ce qu'on prononce a vu chaque patient ou non, pas dans l'interprétation. L'interprétation sera la même. Donc, si on observe une différence de portée ou n'importe quelle différence entre A et B, ceci nous alerte à une différence structurale. Quelle est la différence structurale? Alors, je vais juste ici faire un parallèle avec un autre cas où on voit clairement, on a vu clairement qu'un déplacement bloquait une interprétation de portée. Et faire un parallèle entre ce cas qui a été étudié et qui est connu avec le sluicing. Donc, on va voir ça pas à pas. Je saute là, hein? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspondrait? Ok. L'hypothèse est que la structure est 22B et pas 22A. 22A est l'ellipse in situ. Je sais qu'un médecin a vu chaque patient et j'aimerais savoir qui élidons le FINP. L'hypothèse que j'aimerais soutenir ou j'aimerais explorer est celle de 22B. Je sais qu'un médecin a vu chaque patient et j'aimerais savoir, vu chaque patient, qui, avec un mouvement de FINP de cette position à cette position et l'élision, l'ellipse après. Donc ça, c'est les deux hypothèses. B a un parallèle intéressant dans un autre domaine, étudié par un linguiste sino-américain il y a longtemps, qui a observé quelque chose en anglais. Il a observé que l'antéposition d'un groupe verbal bloquait aussi la portée inverse. Donc, l'exemple donné par Wang, David planned to give every handout to one of the students. Ambigu. Si vous voulez, each handout, ce serait encore mieux. David planned to give each handout to one of the students. Donc, il y avait un étudiant qui a reçu tous les handouts, ou bien chaque étudiant a reçu un handout. Ce n'est pas forcément le même. Mais lorsque on fait le VP preposing, qui est un processus tout à fait banal en anglais, David planned to give every handout to one of the students, and give every handout David did to one of the students. Là, on ne peut plus l'interpréter comme si chaque étudiant recevait un handout, mais pas forcément le même. La seule interprétation est que one of the students, Jacques, a reçu tous les handouts. Et Wang l'avait appelé le gel de portée, scope freezing. Ça a été discuté dans la littérature, c'est toujours discuté, c'est un phénomène complexe. Alors, ma contribution est simplement de dire que si le sluicing implique une antéposition du constituant qui suit les mots interrogatifs, alors
le gel de portée que nous avons observé dans 22, etc., est peut-être assimilé à celui observé dans l'interposition du VP. L'exemple 24b donne le même fait en français. En français, il n'y a pas d'ellipse, mais il y a le critique prédicatif, mais ça donne le même résultat. Donc, si je dis un professeur est fier de chaque étudiant. Ne regardez pas ce qui est écrit. Un étudiant est fier de chaque étudiant. Un professeur est fier de chaque étudiant. En italien aussi. Ça veut dire soit qu'il y a un professeur qui est fier de chacun de ses étudiants, ou que pour chaque étudiant, il y a un prof qui est fier de lui ou d'elle, pas forcément le même. Il y a une ambiguïté. Par contre, est fier de chaque étudiant, un professeur l'est. Il semble à mon collègue Dominique Sportige que l'ambiguïté disparaît. Fier de chaque étudiant, un professeur l'est. Il y a un professeur. Et c'est le même pour tous les étudiants, pour chaque étudiant. Alors, peut-être c'est complexe, peut-être il faut développer d'autres de manière un peu plus précise pour tester ces données. Je le sais. C'est pour ça que je dis j'explore une possibilité. Je ne sais pas si... Voilà. Donc ça, c'était un type d'argument en faveur d'un déplacement préalable du constituant et qui sera élidé. Maintenant, il faut que tu me dises combien de temps j'ai. On peut continuer 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Alors, dans ce cas-là, je ne vais pas continuer 5 minutes, je vais continuer moins, parce que l'autre argument que j'avais, dire en 3 mots où ça va, parce que je peux rendre ces handouts disponibles, je peux juste résumer l'autre argument sans le donner. L'autre argument vient d'une autre observation, d'un autre domaine complètement, qui concerne l'ordre des constituants dans la partie haute de la phrase que M. Rizzi avait discuté tout à l'heure. Donc, je vais peut-être vite vous montrer les données, parce que je trouve qu'ils sont intéressantes. Et quelque part, il crée un puzzle pour n'importe quelle théorie. Donc, en anglais, pas en français, hein, pas dans la langue romane, mais en anglais, il y a des restrictions assez strictes sur l'ordre de topiques et des mots WH. Et le paradigme en 26 résume ces observations, qui est connu de la littérature. Donc, si l'ordre est topique WH, la phrase est jugée mauvaise. I wonder who this book bought last Christmas. Avec un sujet, c'est peut-être un pire, mais I wonder to whom this book you'll give for Christmas. I wonder what the bill you'll give for Christmas. Oh, toutes ces phrases 26A, 26B, 26C, où on a, si vous voulez, on a l'ordre topique WH, sont considérées agrammaticales, en anglais, pas en français. Pourquoi? Il y a une explication que je vais sauter pour le moment, mais qui a été discutée dans la littérature récente par Liliana Gaiman, par Luigi Rizzi, par d'autres personnes aussi. L'ordre inverse est possible, et d'ailleurs l'explication que ces deux chercheurs donnent prédit que l'ordre inverse serait possible, c'est-à-dire l'ordre WH topique. Ça, c'est possible en anglais. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Donc, vous comparez 26 à 29. I wonder this book who bought last Christmas. I wonder this book to whom you'll give for Christmas. I wonder to Bill what you'll give for Christmas. Sont toutes pas parfaits, mais comparativement à 26, on a ici des données qu'il faut degrés de
d'acceptabilité, il y a une amélioration nette en 29 par rapport à 26. Ceci est décrit dans la littérature. En français, on ne voit pas cette différence, mais en anglais, ça c'est très clair. Et alors, il y a une théorie, 27-28, je ne veux pas la développer ici, qui explique pourquoi l'ordre en anglais devrait être celui-ci et pas celui-ci, pas ça. Maintenant, on passe au sluicing. 30-31. Donc, on a dit, ça c'est l'ordre acceptable, ça c'est l'ordre inacceptable. Et on voit que dans le sluicing, c'est le contraire. Alors, I know who bought this book last Christmas, 30, but I wonder who that book. WH, pardon. Yeah. Ça c'est 30, il faut que je lise 30. I know who bought this book last Christmas, and I wonder who... Non, là, je fais une erreur, excusez-moi. Non, c'est le contraire. Ça, c'est l'ordre. C'est exactement le contraire. L'ordre... Alors là, je vous ai... Alors, l'ordre... Alors, l'ordre qui n'est pas... Attendez. C'est l'ordre WH topique qui est agrammatical et l'ordre topique, top WH qui est grammatical. Voilà. Donc 26B, c'est WH topique et 29B, c'est topique WH. Ça, c'est la généralisation sur l'anglais. Et si on va au sluicing maintenant, on voit que c'est le contraire. Donc, comparer ce qu'on a vu avec I know who bought this book last Christmas and I wonder who that book. I wonder, 31, I wonder who bought this book last Christmas, but I wonder that book who. C'est nettement dégradé. C'est exactement l'inverse de l'ordre qu'on trouve quand il n'y a pas l'élision. Et c'est systématique. Alors, le même problème se pose tout à l'heure. Si la différence entre l'ellipse et la prononciation était simplement la prononciation, cette différence d'ordre de WH et de topique n'aurait pas d'explication. En tout cas, pas une explication simple. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'ordre soit inversé. Par contre, si l'ellipse implique un pas supplémentaire, en tout cas abstraitement, si le sluicing n'est pas simplement la non-prononciation in situ, mais la non-prononciation de quelque chose qui a subi un autre processus, on a au moins un chemin qui s'ouvre pour expliquer la différence d'ordre. Après, il faut développer ça, ce que je fais dans la suite et dans des travaux en cours. Mais si vous voulez, ça ouvre la possibilité d'explorer un changement, une structure différente pour l'ellipse en comparaison avec les non-ellipses de la même forme. Voilà, alors avec ces idées, je vais vous laisser. Donc, l'idée théorique est si l'on peut soutenir l'idée que l'ellipse ne s'effectue jamais lorsque le tbek, c'est le nom que je donne, to be elided constituent, la partie élidable, que l'ellipse ne s'effectue jamais lorsque la partie élidable est in situ. Nous pourrions traiter l'ellipse comme la non-prononciation d'une copie d'une chaîne sujette à des conditions de récupérabilité qui restent inchangées.
Voilà, ça c'était mon exposé d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci Ur pour ces idées qui nous font réfléchir certainement sur des phénomènes extrêmement intéressants et complexes. Je te pose une question ou je fais une remarque juste pour briser la glace, comme on dit, et puis il y a certainement d'autres remarques. Donc, un aspect intéressant de cette idée, de cette manière de regarder l'ellipse, est qu'elle permet de mettre ensemble deux choses dans lesquelles on ne prononce pas quelque chose qu'on pourrait autrement prononcer, n'est-ce pas? Donc d'un côté, on sait que si on bouge un élément, et si on prend la théorie des copies dans le mouvement, comme quoi on laisse une copie entière dans la position de départ, eh bien cette position de départ n'est pas prononcée, effectivement. Et donc, quand on crée une chaîne par le mouvement, on ne prononce pas quelque chose qui est là dans les représentations mentales. Alors, dans ton idée, l'ellipse peut être ramenée en quelque mesure à ce type de phénomène, ce qui veut dire fondamentalement que l'ellipse, comme le dit en principe Tebek, il faut bouger. Il faut que quelque chose bouge pour qu'il ne soit pas prononcé, fondamentalement. C'est l'intuition de base. Et chaque fois qu'on peut essayer de mettre ensemble deux choses distinctes et les unifier au moins en partie, évidemment, c'est intéressant. C'est un progrès intéressant pour la réflexion. Maintenant, évidemment, il faut dire quelque chose d'autre, il me semble, pour l'ellipse. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que si tu bouges quelque chose, tu as automatiquement la possibilité de ne pas prononcer la copie haute, n'est-ce pas? En partie à cause de la récupérabilité, comme tu l'as dit, on ne peut pas ne pas récupérer l'information qu'on ne prononce pas parce qu'autrement la communication ne marcherait pas. Mais aussi, on peut se poser la question pourquoi, dans les exemples de sleuthing, si sleuthing présuppose le mouvement de toute une partie de la phrase subordonnée ou de fin P selon ton analyse, pourquoi on ne peut pas le prononcer néanmoins dans sa position haute et donc dire des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, mais je ne sais pas qui, je sais que tu as rencontré quelqu'un, mais je ne sais pas qui, mais je ne sais pas, tu as rencontré qui, fondamentalement. On ne pourrait pas prononcer l'élément dans cette position. Donc là, il faut quelque chose de plus qui nous dise qu'il y a des positions où, dès qu'on applique le mouvement, on ne peut pas prononcer ce qu'on a bougé dans ces positions. Merci. Ça n'a pas de réponse simple. Une direction possible, en tout cas théoriquement possible, est que on assimile la position à laquelle se déplace le fin P avant d'être l'idée, non pas à la position finale du mouvement dans le cas de chaîne, mais plutôt à une position intermédiaire. Alors, je ne veux pas dire que, comme Kane voudrait le dire, qu'en fait l'ellipse est le mouvement de l'ellipse vers l'antécédent. Kane aimerait soutenir cette idée-là, que dans l'ellipse, en fait, c'est le mouvement de l'antécédent qui est doublement engendré vers la position d'antécédent. Mais l'analyse de Kane nécessite des departures, des déviations assez importantes de la théorie de mouvement. Elle nécessite des mouvements qui ne sont pas, disons, standards. Et elle élude aussi le problème d'identité entre l'ellipse et l'antécédent. Parce que, comme on a vu, l'identité n'est jamais parfaite. Si c'était le mouvement, on s'attendrait à ce que ça soit identique. Une chaîne est composée d'un élément qui est identique à sa copie. Donc, je n'aimerais pas aller si loin. Mais on peut adopter
en faisant une sorte d'abstraction de son idée et dire que si l'ellipse bouge, si le tbek, je l'appelle, se déplace vers une position qui est formellement assimilable à une position intermédiaire, sans se prononcer sur ce que c'est la prononciation finale. À ce moment-là, la non-prononciation sera, on pourra le réduire au phénomène de non-prononciation de copies intermédiaires du mouvement, qui sont effectivement très rares dans la mesure où il existe. Et donc ça, c'est la réflexion qui me semble intéressante à répondre à cette question. Voilà. Merci. Merci.